Alors, bonsoir à tous et à toutes. Alors, merci beaucoup de l'intérieur de vos foyers d'être avec nous ce soir pour cette deuxième séance du Conseil à huis clos. Évidemment, nous sommes à huis clos, vous le savez, ce qui a marqué l'actualité depuis maintenant 8 à 9 semaines, c'est évidemment le coronavirus, la COVID-19 qui est avec nous et qui bouleverse passablement notre quotidien. Évidemment, il y a eu des périodes de confinement, de déconfinement, l'ouverture des écoles. Alors, je vous avoue que c'est une période qui est extrêmement difficile, mais jusqu'à maintenant, la population de Shawinigan est très résiliente et fait bien les choses parce que le bilan s'améliore toujours d'une fois à l'autre. Toutefois, depuis la dernière séance du Conseil, plusieurs personnes nous ont aussi quittés à cause de la maladie de la COVID-19. Alors, je vous invite, chacun chez vous, ainsi que mes collègues à la maison, de prendre un petit moment de recueillement en mémoire de ceux et celles qui nous ont quittés et aussi pour soutenir les familles qui sont endeuillées. Merci beaucoup. Alors, on va démarrer notre séance du Conseil maintenant avec l'adoption de l'ordre du jour. Alors, je propose que le Conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté, lequel est joint comme annexe 1 à la présente résolution pour en faire partie intégrante. J'appuie ma collègue, M. le maire. C'est donc proposé par Mme Lucie Debon, appuyé de M. Jean-Yves Tremblay, et c'est adopté à l'unanimité. Point 4 maintenant, l'adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 14 avril 2020 et la séance extraordinaire du 27 avril 2020. Considérant que les membres du Conseil dispensent la greffière de faire la lecture des procès-verbaux, puisque ces derniers leur ont été transmis à l'intérieur du délai prévu à l'article 333 de la loi sur les cités et villes. Par ce motif, je propose que le Conseil adopte les procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le 14 avril 2020 et de la séance extraordinaire du 27 avril 2020, tels que rédigés par la greffière. J'appuie mon collègue, M. le maire. Alors, c'est proposé par M. Claude Grenier, appuyé de Mme Jacinthe Campagna. C'est adopté à l'unanimité. Alors, un petit détail technique, il me manque une feuille dans mon ordre du jour. Alors, peut-être, j'ai demandé au maire adjoint de nous lire la question numéro 5. 5, ça va peut-être. Oui, M. le maire. Comme je suis encore maire adjoint Allez-y. Dans quelques jours, je vais lire le certificat. Donc, au point 5, c'est le dépôt de la liste des contrats conclus par le comité exécutif comportant une dépense de plus de 25 000 $ Madame la greffière. Donc, conformément à l'article 477.3 de la loi sur les cités et villes, je dépose la liste des contrats conclus au cours du mois dernier par le comité exécutif et qui comporte une dépense de plus de 25 000 $. Alors, merci beaucoup, Madame la greffière. Alors, j'ai retrouvé la feuille qui me manquait. Donc, vous voyez comment on est capable de s'ajuster en pleine séance comme celle-là. Donc, le point 6 maintenant, le dépôt de la liste des dépenses autorisées par délégation de pouvoir. Madame la greffière? Oui, conformément à l'alinéa 5 de l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes, je dépose la liste des dépenses autorisées pour la période du 1er au 30 avril dernier en vertu de la délégation à certains fonctionnaires du pouvoir de dépenser et d'accorder des contrats, tels que prévu au règlement général de la ville SH1. Merci beaucoup, Madame la greffière. Point 7 maintenant, l'approbation du rapport du service des ressources humaines pour la création d'un poste, service des communications et des relations avec les citoyens. Considérant l'évaluation faite sur les ressources du service des communications et des relations avec les citoyens en fonction des besoins, considérant la recommandation du service des ressources humaines, par ces motifs, je propose que le Conseil approuve le rapport de la directrice du service des ressources humaines daté du 1er mai 2020 relativement à la modification de la structure du service des communications et des relations avec les citoyens par la création d'un poste d'agent de service aux citoyens, que l'organigramme soit modifié en conséquence. J'appuie ma collègue, M. le maire. Alors, c'est proposé par Mme Nancy Désiel, appuyé de M. Jean-Yves Tremblay, et c'est adopté à l'unanimité. Point 8 maintenant, une belle résolution, je ne vous le cache pas, on l'a fait l'annonce ce matin.
c'est la signature de la lettre d'entente pour le renouvellement de la convention collective et le règlement des griefs pour l'Association des pompiers et des pompières de Shawinigan. Alors, considérant que la Ville et l'Association des pompiers et pompières de Shawinigan sont liés par une convention collective qui est expirée depuis le 31 décembre 2016, considérant qu'à la suite d'un processus de négociation, les parties ont conclu une entente pour le renouvellement de la convention ainsi que le règlement de tous les griefs en cours, considérant que la nouvelle convention qui sera conclue prévoit une durée totale de 9 ans et couvre les années 2017 à 2025 inclusivement. Sur ces motifs, je propose que le Conseil autorise le maire, le directeur général, la directrice des ressources humaines ainsi que le directeur de la sécurité incendie à signer pour et au nom de la Ville la lettre d'entente à intervenir avec l'Association des pompiers et pompières de Shawinigan relative au renouvellement de la convention collective et au règlement de divers griefs. J'appuie mon collègue, Monsieur le maire. Alors, c'est proposé par M. Guy Arsenault, appuyé de Mme Lucie Debon. C'est adopté à l'unanimité. Comme je vous dis, le Conseil est extrêmement heureux de la signature de cette entente. 20 mois, c'est quand même assez long comme négociation, mais je pense que l'entente qui a été conclue entre les deux parties sont une bonne chose pour l'ensemble de nos citoyens. On a toujours eu la chance de compter sur un service de sécurité incendie de très haut niveau du côté de Shawinigan. Le service a toujours été appliqué en tout temps. Et je pense que cette convention collective de travail-là permettra justement une certaine équité salariale et ça respecte le cadre financier dans lequel le Conseil avait mandaté le comité de négociation. Alors, tout le monde est heureux et on se reverra probablement dans 5 ou 6 ans, peut-être pas moi, mais quelqu'un d'autre se verra peut-être dans 5 ou 6 ans pour la négociation de la nouvelle convention collective. Toujours dans la même orientation, le point 9, c'est la signature de la lettre d'intention pour la participation au régime de retraite du personnel cadre et non syndiqué pour l'Association des pompiers et pompières de Shawinigan. Alors, considérant que la nouvelle convention qui sera conclue prévoit l'intégration des pompiers et pompières au régime de retraite du personnel cadre et non syndiqué à compter du 1er juillet 2020, je propose que le Conseil autorise le maire, le directeur général, Maître Vincent, la directrice des ressources humaines, Mme Dumais, à signer pour et au nom de la Ville la lettre d'intention à intervenir avec l'Association des pompiers et pompières de Shawinigan relative à la participation des pompiers syndiqués au régime de retraite du personnel cadre et non syndiqué de la Ville de Shawinigan à compter du 1er juillet 2020. J'appuie mon collègue, Monsieur le maire. Alors, c'est proposé par M. Guy Arsenault, appuyé de Mme Lucie Debon. C'est adopté à l'unanimité. Toujours dans la signature de cette nouvelle convention collective, les pompiers et les pompières étaient le seul groupe qui n'était pas membre d'un régime de retraite en bonne et due forme. Les 2 autres syndicats l'étaient, les cadres l'étaient également. Donc, on a convenu de pouvoir les intégrer au régime des cadres tel que ça a été présenté. Point 10 maintenant. Le contrat pour la fourniture de sable à fondation classe A non livré pour les années 2020, 21 et 22. Claude. Considérant que la Ville a procédé à un appel d'offres public pour la fourniture de sable à fondation classe A non livré, considérant que 2 soumissionnaires ont répondu à celui-ci, considérant la recommandation de la division de l'approvisionnement, par ces motifs, je propose que le Conseil octroie le contrat pour la fourniture de sable à fondation classe A non livré au plus bas soumissionnaire conforme, construction DJL incorporée de la manière suivante. Sable de fondation CG14 pour 2020 à 5,15 de la tonne métrique, 2021 5,26 de la tonne métrique et 2022 5,38 de la tonne métrique. Pour la manutention d'hiver, 1 $ de la tonne métrique pour 2020, 2021 aussi 1 $ de la tonne métrique et 2022 aussi 1 $ de la tonne métrique. Taxe en su, le tout selon les conditions mentionnées dans l'appel d'offres et la soumission retenue. J'appuie mon collègue, Monsieur le maire. Alors, c'est proposé par M. Claude Grenier, appuyé de Mme Josette Allard-Gignac. C'est adopté à l'unanimité. Point 11 maintenant. Contrat, réfection de voirie pour les rangs Saint-Pierre et Saint-Michel. Ça, je pense que ça va faire beaucoup d'heureux. C'est un peu plus loin. Attendez, je l'ai pas. C'est quel? C'est le numéro 11. Alors, le numéro 11, c'est ça. Oui. C'est parce qu'on est rendu plus loin. Attendez, je vais me rendre au point 11 et c'est avec tellement de plaisir que je veux en prendre connaissance, considérant
que la Ville a procédé à un appel d'offres publiques pour des travaux de réfection des voiries durant Saint-Pierre et Saint-Michel, considérant que 6 soumissionnaires ont répondu à celui-ci, considérant la recommandation du service de l'ingénierie. Par ces motifs, je propose voyons, on est rendu, j'ai retombé au début, désolé, des petits problèmes techniques, j'arrive au point 11. Désolé. Bon, je propose que le Conseil octroie le contrat pour la réalisation des travaux de réfection de voirie des rangs Saint-Pierre et Saint-Michel au plus bas soumissionnaire conforme, soit Marcel Guimont et Fils, pour un montant de 1 776 101,70 $, taxes en su, le tout selon les conditions mentionnées dans l'appel d'offres et la soumission retenue, qu'un montant de 1 678 416,11 $ de cette dépense soit payé à même la subvention déjà reçue du ministère des Transports du Québec et que la différence soit financée à même le règlement d'emprunt SH 560. Donc, très heureuse. Alors, j'appuie ma collègue, M. le maire. Alors, c'est proposé par Mme Josette Allard-Gignac, appuyé de M. Guy Arsenault. C'est adopté à l'unanimité. Alors, vous voyez, sur un contrat de 1,77 million de dollars, le financement est à 90 %. Alors, évidemment, le programme est à 75 %. Les gens du service de l'ingénierie en haut ont fait un certain nombre de recherches qui nous a permis de monter à 90 % de subvention sur le 1,77 million de dollars. Alors, c'est tout un exploit. On est extrêmement heureux. Il y a eu beaucoup de demandes du côté de ces deux voies qui étaient passablement amochées, je ne vous le cache pas. Donc, cet été, ça va se faire avec le contracteur Marcel Guimont. Maintenant, le point 12, contrat, la réfection de voirie, toujours dans la même veine, cette fois-ci du chemin de la vallée du Parc. Considérant que la Ville a procédé à un appel d'offres public pour des travaux de réfection de voirie du chemin de la vallée du Parc, considérant que 5 soumissionnaires ont répondu à celui-ci, considérant la recommandation du service de l'ingénierie par ces motifs, je propose que le Conseil octroie le contrat pour la réalisation de travaux de réfection de voirie du chemin de la vallée du Parc au plus bas soumissionnaire conforme, soit Masquimo Construction Incorporée, pour un montant de 3 604 922 $, taxes en su, le tout selon les conditions mentionnées dans l'appel d'offres et la soumission retenue, qu'un montant de 3 406 651,29 $ de cette dépense soit payé à même la subvention déjà reçue du ministère des Transports du Québec et que la différence soit financée à même le règlement d'emprunt SH 560. J'appuie mon collègue, M. le maire. Alors, c'est proposé par M. Claude Grenier, appuyé de Mme Nancy Desiel, et c'est adopté à l'unanimité. Autre endroit où il va faire énormément plaisir, alors encore une fois, sur un projet de 3 600 000 $, 90 % de subvention pour refaire l'ensemble du pavage jusqu'à la vallée du Parc. Donc, c'est moins de 200 000 $ des contribuables pour refaire un chemin qui, pour ceux qui ont déjà passé par là, en a grandement besoin. Alors, on est très heureux de la contribution pour ces trois voies-là. Le point 13 maintenant, le renouvellement de contrat, déneigement et déglaçage. Alors, on a passé l'hiver, mais quand même, déneigement et déglaçage d'accès aux bâtisses et structures pour le secteur de Shawinigan-Sud. Considérant le contrat de déneigement et de déglaçage des accès aux bâtisses et structures dans le secteur Shawinigan-Sud, octroyé par la résolution R 428-03-10-17, considérant l'option de renouvellement prévue à ce contrat, considérant la recommandation du service des travaux publics, je propose que le Conseil autorise l'exercice de l'option de renouvellement pour 2 années supplémentaires du contrat de déneigement et de déglaçage des accès aux bâtisses et structures dans le secteur Shawinigan-Sud, intervenu avec Morin Excavation Incorporée de la manière suivante: 2020-2021, 50 687,95 plus l'IPC de la moyenne de l'année précédente, taxe en su, et pour 2021-2022, le coût de 2020-2021 plus l'IPC de la moyenne de l'année précédente, taxe en su, le tout selon les modalités mentionnées dans l'appel d'offres et la soumission retenue. J'appuie mon collègue, M. le maire.
Alors, c'est proposé par M. Guy Arsenault, appuyé de Mme Josette Allard-Gignac. C'est adopté à l'unanimité. Alors, quand on fait des renouvellements de contrats avec des années d'options, c'est qu'on est satisfait, évidemment, de l'entrepreneur qui a fait les travaux et que les prix sont aussi intéressants, raison pour laquelle on y va avec les adoptions supplémentaires. Le point 14, maintenant, le renouvellement de contrat du déneigement et des glaçages de rue dans le secteur Shawinigan-Sud pour le lot 1 à l'ouest de la 105e avenue. Considérant que le contrat de déneigement et de déglaçage des rues dans le secteur Shawinigan-Sud, octroyé par la résolution R 384-12-09-17, considérant l'option de renouvellement prévue à ce contrat, considérant la recommandation des services des travaux publics, par ces motifs, je propose que le Conseil autorise l'exercice de l'option de renouvellement pour une année supplémentaire du contrat de déneigement de déglaçage des rues dans le secteur Shawinigan-Sud, à l'ouest de la 105e avenue, intervenu avec Excavation Claude Desaulniers Incorporé de la manière suivante. 2020-2021, 325 389,75 plus l'IPC de la moyenne de l'année précédente, taxe en su. Le tout selon les modalités mentionnées dans l'appel d'offres et la soumission retenue. J'appuie ma collègue, M. le maire. Proposé par Mme Josette Allard-Gignac, appuyé de M. Guy Arsenault, adopté à l'unanimité. Point 15, toujours dans les renouvellements de contrat, déneigement et déglaçage de rue pour le secteur Shawinigan-Sud pour le lot 2, cette fois-ci à l'est de la 105e avenue. En considérant le contrat de déneigement et de déglaçage des rues dans le secteur Shawinigan-Sud, lot 2 à l'est de la 105e avenue, octroyé par la résolution R 281-11-07-17, considérant l'option de renouvellement prévue à ce contrat, considérant la recommandation du service des travaux publics, je propose que le Conseil autorise l'exercice de l'option de renouvellement pour une année supplémentaire du contrat de déneigement et de déglaçage des rues dans le secteur Shawinigan-Sud, lot 2, à l'est de la 105e avenue, intervenu avec les entreprises Carl Marchand de la manière suivante. 2020-2021, 383 091,95 plus l'IPC de la moyenne de l'année précédente, taxe en su, le tout selon les modalités mentionnées dans l'appel d'offres et la soumission retenue. J'appuie mon collègue, M. le maire. Alors, c'est proposé par M. Guy Arsenault, appuyé de Mme Josette Allard-Gignac. C'est adopté à l'unanimité. Point 16, on est toujours en hiver. Renouvellement de contrat pour le déneigement et déglaçage de rue, mais cette fois-ci dans le quartier Sainte-Flore pour le lot 4. Considérant le contrat de déneigement et déglaçage des rues dans le quartier Sainte-Flore, lot 4, octroyé par la résolution R 283-11-07-17, considérant l'option de renouvellement prévue à ce contrat, considérant la recommandation du service des travaux publics. Par ces motifs, je propose que le Conseil autorise l'exercice de l'option de renouvellement pour 2 années supplémentaires du contrat de déneigement et déglaçage des rues dans le quartier Sainte-Flore, intervenu avec 9039-4701 Québec Inc., faisant affaire sur la raison sociale de entreprise Carl Marchand de la manière suivante. 2020-2021, 242 717,94 plus l'indice des prix à la consommation de la moyenne de l'année précédente, taxe en su. 2021-2022, coût 2020-2021 plus l'IPC de la moyenne de l'année précédente, taxe en su. Le tout selon les modalités mentionnées dans l'appel d'offres et la soumission retenue. J'appuie ma collègue, M. le maire. Alors, c'est proposé par Mme Nancy Desiel, appuyé de M. Claude Grenier. C'est adopté à l'unanimité. Alors, comme vous pouvez voir, il y a des renouvellements d'une année, il y a des renouvellements pour 2 ans. C'est évidemment le service qui fait l'évaluation en fonction là, des années d'options qui sont disponibles. Donc, certains, c'est 2 ans, l'autre, c'est 1 an. Donc, on continue toujours dans la même veine avec le renouvellement de contrat de déneigement et déglaçage de rue, cette fois-ci dans le secteur Saint-Jean-des-Piles pour le lot numéro 6. Considérant le contrat de déneigement et déglaçage des rues dans le secteur Saint-Jean-des-Piles, lot 6, octroyé par la résolution R 285-11-07-17, considérant l'option de renouvellement prévue à ce contrat, considérant la recommandation du service des travaux publics, par ces motifs, je propose que le Conseil autorise l'exercice de l'option de renouvellement pour 2 années supplémentaires du contrat de déneigement et déglaçage des rues dans le secteur Saint-Jean-des-Piles, intervenu avec Excavation RMG de la manière suivante. 2020-2021, 551 073,51 plus l'IPC de la moyenne de l'année précédente, taxe en su.
2021-2022, coût 2020-2021 plus l'IPC de la moyenne de l'année précédente, taxe en su. Le tout selon les modalités mentionnées dans l'appel d'offres et la soumission retenue. Depuis ma collègue, Monsieur le maire. Alors, c'est proposé par Mme Nancy Desiel, appuyé de Mme Lucie Debon, et c'est adopté à l'unanimité. Les points suivants, 18, 19, 20, et ce qui va suivre aussi, c'est beaucoup d'avis de motion. C'est en fonction du programme triennal d'immobilisation qui a été adopté en début d'année. Alors, ce que c'est le programme triennal, c'est que ça nous permet de planifier les travaux pour l'ensemble de l'année et de déterminer les montants d'argent qui seront disponibles par emprunt pour réaliser ces travaux, toujours sur la règle du 16 millions de dollars. Alors, dans notre stratégie de réduction de la dette, on se limite contribution de la Ville à 16 millions de dollars. Ça fait déjà 5 ans qu'on poursuit ce programme et on a l'intention de le poursuivre. Donc, l'ensemble des avis de motion que vous allez voir s'inscrivent exactement dans cette orientation-là. Donc, on va y aller avec le point 18, l'avis de motion et dépôt du projet pour le règlement SH 646, un emprunt de 200 000 $ honoraires professionnels et acquisition. Je donne avis de motion à la séance présente ou à une séance subséquente du règlement SH 646 décrétant un emprunt et une dépense de 200 000 $ pour engager les honoraires professionnels en ingénierie et l'acquisition d'équipements d'arpentage et de plus, dépose le projet de règlement. Des copies du projet de règlement seront mises à la disposition du public au greffe de la Ville dans les 72 heures du présent dépôt. Merci beaucoup, Mme Allard-Gignac. Point 19, maintenant, autre avis de motion. Avis de motion et dépôt du projet règlement SH 647, cette fois-ci pour un emprunt de 295 000 $ pour le chalet de service Beau-Rivage. Je donne avis de motion de la présentation à la prochaine séance ou à une séance subséquente du règlement SH 647 décrétant un emprunt et une dépense de 295 000 $ pour la reconstruction du chalet de service Beau-Rivage et de plus dépose le projet de règlement. Des copies du projet de règlement seront mises à la disposition du public au greffe de la Ville dans les 72 heures du présent dépôt. Merci beaucoup, M. Tremblay. Point 20 maintenant, l'avis de motion et dépôt du projet pour le règlement SH 648, un emprunt de 113 400 $ pour la réfection des terrains de tennis. Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la loi sur les cités et villes, je dépose avis de motion de la présentation à la prochaine séance ou à une séance subséquente du règlement SH 648 décrétant un emprunt et une dépense de 113 400 $ pour la réfection de terrains de tennis et de plus, dépose le projet de règlement. Des copies du projet de règlement seront mises à la disposition du public au greffe de la Ville dans les 72 heures du présent dépôt. Merci beaucoup, Mme Desiel. Point 21 maintenant, avis de motion et dépôt du projet, le règlement SH 649, allègement du fardeau financier COVID-19. Alors, je donne avis de motion de la présentation à la prochaine séance ou à une séance subséquente du règlement SH-649 visant à alléger le fardeau financier des contribuables en raison des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie de la COVID-19. Et de plus, dépose le projet de règlement. Des copies du projet de règlement seront mises à la disposition du public au greffe de la Ville dans les 72 heures du présent dépôt. Merci beaucoup, Mme Debon. Point 22 maintenant, l'avis de motion et dépôt du projet de règlement SH 650 pour un emprunt de 364 000 $ pour l'aménagement d'une piste multifonctionnelle rue Trudel. Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la loi sur les cités et villes, je donne avis de motion de la présentation à la prochaine séance ou à une séance subséquente du règlement SH 650 décrétant un emprunt et une dépense de 364 000 $ pour l'aménagement d'une piste multifonctionnelle en bordure de la rue Trudel. Des copies du projet de règlement seront mises à la disposition du public au greffe de la Ville dans les 72 heures du présent dépôt. Merci beaucoup, M. Grenier. Alors, les trois prochains, c'est aussi des pistes cyclables et des aménagements urbains qui sont financés autour de 50 % par le gouvernement du Québec, selon des programmes qui étaient disponibles à ce moment-là. Donc, le point 23, l'avis de motion et dépôt du projet de règlement SH 651, emprunt de 2 millions de dollars pour l'aménagement d'une piste multifonctionnelle entre la marina de Grand-Mère et le boulevard Hubert-Birmand dans le secteur Shawinigan.
Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la loi sur les cités et villes, je donne avis de motion de la présentation à une prochaine séance ou à une séance subséquente du règlement SH 651 décrétant un emprunt et une dépense de 2 millions de dollars pour l'aménagement d'une piste multifonctionnelle entre la marina de Grand-Mère et le boulevard Hubert-Birmans. Les copies du projet de règlement seront mises à la disposition du public au greffe de la Ville dans les 72 heures du dépôt. Merci beaucoup, Mme Désiel. Point 24, maintenant, l'avis de motion et dépôt du projet règlement SH 652 pour l'emprunt de 1 841 000 $ pour l'aménagement d'une piste multifonctionnelle, cette fois-ci sur le boulevard des Hèvres. Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la loi sur les cités et villes, je donne avis de motion de la présentation à la prochaine séance ou à une séance subséquente du règlement SH 652 décrétant un emprunt et une dépense de 1 841 000 $ pour l'aménagement d'une piste multifonctionnelle en bordure du boulevard des Hèvres. Des copies du projet de règlement seront mises à la disposition du public au greffe de la Ville dans les 72 heures du présent dépôt. Merci beaucoup, M. Tremblay. Point 25, maintenant, l'adoption du règlement SH 1.89, Conseil et ses comités, administration municipale, ordre et paix public, circulation, stationnement, activité physique et tarification. Donc, en note explicative, le présent règlement a pour objet d'amender le règlement SH1, le règlement général de la Ville, relativement à divers domaines. Par le présent règlement, la Ville procède à l'encadrement de la pêche et de la baignade à la marina et au parc riverain de Grand-Mère, l'ajout également de mesures resserrant l'encadrement du cannabis en fonction des changements qui ont été apportés par la loi provinciale, l'établissement de règles favorisant la visibilité des panneaux de signalisation, l'établissement de nouvelles règles de circulation et de stationnement, notamment aux fins d'harmonisation avec le Code de la sécurité routière et la revision des tarifs concernant le mariage, l'union civile et le branchement au réseau d'aqueducs et d'égouts. Le règlement est adopté avec changement puisqu'une mise à jour des règles relatives au lavage de bateaux et l'ajout d'une exception aux règles concernant les solliciteurs, est applicable aux kiosques à fruits et légumes. Alors, considérant qu'un avis de motion a été donné lors de la séance du Conseil tenue le 14 avril 2020 et qu'un projet de règlement a également été déposé lors de cette séance, considérant que tous les membres du Conseil ont reçu au moins 72 heures avant la présente séance le règlement ci-dessous identifié et que M. le maire a mentionné son objet, sa portée et ses modifications, considérant que les copies de ce règlement sont mises à la disposition du public, par ces motifs, je propose que le Conseil adopte avec changement le règlement SH-1.89 modifiant le règlement général SH-1 et ayant notamment pour objet le Conseil et ses comités, l'administration municipale, l'ordre et la paix publique, la circulation, le stationnement, les activités commerciales et la tarification. J'appuie ma collègue, M. le maire. C'est proposé par Mme Jacinthe Campagna, appuyé de M. Guy Arsenault. C'est adopté à l'unanimité. Point 26, maintenant, l'adoption du règlement SH 490.4 pour les zones de vitesse à 40 km à l'heure. Donc, en note explicative, le règlement SH 490 a été adopté en 2014 afin de décréter une limite de vitesse de 40 km à l'heure dans certains quartiers résidentiels. En 2019, le Conseil municipal a initié une première phase de mise en place de nouvelles zones à 40 km à l'heure en fonction des demandes citoyennes. Plusieurs quartiers dans les différents secteurs de la ville ont été ciblés. Le présent règlement a pour objet de poursuivre la mise en place d'une deuxième phase pour établir de nouvelles zones assujetties à cette limite. Plus particulièrement, la limite de 40 km/h s'appliquera notamment dans le domaine du Havre, les quartiers Junot, des Daniels, Ricaby, Terrasse des Rapides, sur le boulevard Royal entre Saint-Sacrement et Trudel et sur l'avenue du Beau-Rivage. Alors, considérant qu'un avis de motion a été donné lors de la séance du Conseil tenue le 14 avril 2020 et qu'un projet de règlement a également été déposé le 27 avril 2020, considérant que tous les membres du Conseil ont reçu au moins 72 heures avant la présente séance le règlement ci-dessous identifié et que M. le maire a mentionné son objet et sa portée, considérant que des copies de ce règlement sont mises à la disposition du public, je propose que le Conseil adopte sans changement le règlement SH 490.4, modifiant le règlement SH 490 établissant des zones de vitesse à 40 km à l'heure.
Monsieur Tremblay? J'ai plus mon collègue, Monsieur le maire. Parfait. Alors, c'est proposé par M. Guy Arsenault, appuyé de M. Jean-Yves Tremblay. C'est adopté à l'unanimité. Alors, on y va maintenant au point 27, l'adoption du règlement SH 643 pour l'emprunt de 225 000 l'aménagement, remplacement et réparation de modules de jeux dans les parcs municipaux. Donc, en note explicative, ce règlement a pour objet l'aménagement d'un parc sur la rue de la Poudrière dans le secteur Lac-à-la-Tortue. On y prévoit également le remplacement et la réparation de modules, de surfaces de jeu, du mobilier et des accessoires installés dans les différents parcs municipaux, conformément au programme triennal d'immobilisation pour l'exercice financier 2020. À titre d'exemple, la réparation de modules brisés, le remplacement de balançoires et des accessoires désuets, l'ajout de copeaux de bois sur les surfaces de jeu, la réparation des bandes de protection. L'emprunt est d'une durée de 15 ans. Pour le rembourser, il sera prélevé une taxe spéciale sur tous les immeubles imposables d'après leur valeur au rôle d'évaluation en vigueur et ce règlement sera soumis aux personnes habiles à voter et évidemment à celle de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. En raison de la pandémie, la tenue du registre se fera par l'envoi d'une demande par écrit pour éviter tout déplacement de citoyens. Considérant qu'un avis de motion a été donné lors de la séance du Conseil tenue le 3 mars 2020 et qu'un projet de règlement a également été déposé lors de cette séance, considérant que tous les membres du Conseil ont reçu au moins 72 heures avant la présente séance, le règlement ci-dessous identifié et que M. le maire a mentionné son objet, sa portée, son coût, le mode de financement ainsi que le mode de paiement de remboursement de l'emprunt, considérant que des copies de ce règlement sont mises à la disposition du public. Par ces motifs, je propose que le Conseil adopte sans changement le règlement SH-643, décrétant un emprunt et une dépense de 225 000 pour l'aménagement d'un parc, ainsi que le remplacement et la réparation de modules, surfaces de jeu, mobilier et accessoires dans les parcs municipaux. Que le Conseil remplace la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter, qui implique le déplacement de citoyens par une procédure de transmission de demande écrite tenant lieu de registre, et ce pour une période de 15 jours, et autorise la greffière à faire publier au préalable par un avis, le tout conformément à l'arrêté ministériel 2020-033 du 7 mai 2020. J'appuie ma collègue, M. le maire. C'est proposé par Mme Jacinthe Campagnat, appuyé de M. Guy Arsenault. C'est adopté à l'unanimité. Point 28 maintenant, l'adoption du règlement SH 644 de la division de la municipalité en 8 districts électoraux. Donc, en note explicative, le présent règlement a pour objet de procéder à la division du territoire de la ville en districts électoraux, tel que le prévoit la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités en prévision de l'élection municipale du 7 novembre 2021. En effet, cette loi stipule que toute municipalité dont la population est de 20 000 habitants et plus doit, à compter du 1er janvier de l'année civile qui précède celle où on doit avoir lieu une élection générale, diviser son territoire en districts électoraux. Soucieux d'assurer une saine gouvernance municipale, le Conseil municipal considère qu'il est judicieux de maintenir une division du territoire en 8 districts électoraux. Donc, la prochaine étape de la procédure d'adoption de ce règlement est l'obtention de l'approbation de la Commission de représentation électorale du Québec. En considérant qu'en vertu de l'article 14 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, le Conseil est tenu de diviser son territoire en districts électoraux à compter du 1er janvier de l'année civile qui précède celle où doit avoir lieu l'élection générale pour laquelle une division doit être effectuée, considérant que la prochaine élection municipale se tiendra le 7 novembre 2021, considérant que tous les membres du Conseil ont reçu au moins 72 heures avant la présente séance le règlement ci-dessous identifié et que M. le maire a mentionné son objet et sa portée, considérant que des copies de ce règlement sont mises à la disposition du public, je propose que le Conseil adopte le règlement SH 644 concernant la division de la municipalité en 8 districts électoraux. J'appuie mon collègue, M. le maire. C'est proposé par M. Guy Arsenault, appuyé de Mme Josette Allard-Gignac. C'est adopté à l'unanimité. Point 29. L'adoption du règlement SH 645 pour un emprunt de 1 442 000 pour divers travaux de voirie et de réfection de chaussées. Donc, en note explicative, ce règlement a pour objet de réaliser divers projets concernant des travaux de voirie et de réfection de la chaussée conformément au programme triennal d'immobilisation 2020 et effectué sous la responsabilité du service de l'ingénierie. L'emprunt est d'une durée de 15 ans. Pour le rembourser, il sera prélevé une taxe spéciale sur tous les immeubles imposables d'après leur valeur au rôle d'évaluation
et ça sera soumis, comme d'habitude, à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Considérant qu'un avis de motion a été donné lors de la séance du Conseil tenue le 27 avril 2020 et qu'un projet de règlement a également été déposé lors de cette séance, considérant que tous les membres du Conseil ont reçu au moins 72 heures avant la présente séance le règlement ci-dessous identifié et que M. le maire a mentionné son objet, sa portée, son coût, le mode de financement ainsi que le mode de paiement et de remboursement de l'emprunt. Considérant que des copies de ce règlement sont mises à la disposition du public, par ces motifs, je propose que le Conseil adopte sans changement le règlement SH 645 décrétant un emprunt et une dépense de 1 442 $ pour la réalisation de divers travaux de voirie et de réfection de la chaussée. J'appuie mon collègue, Monsieur le maire. Alors, c'est proposé par M. Martin Asselin, appuyé de Mme Josette Allard-Gignac, et c'est adopté à l'unanimité. Peut-être un petit rappel sur ce point spécifique. Vous savez qu'il y a déjà 2 ans, je crois bien, on a adopté une orientation qui fait en sorte que nous allons investir 2 millions de dollars par année pour réparer l'ensemble de nos routes qui, je ne vous le cache pas, en ont grandement besoin. On a vu l'année dernière qu'il y a plusieurs voies qui ont été corrigées. Et cette année, encore une fois, on y va sur un investissement de 2 millions. Tout à l'heure, on avait 3 projets de plusieurs millions de dollars financés à 90 %. Le résiduel de 10 % est à la hauteur de 558 000 $. Donc, on a pris ce 10 % plus le 1 442 000 $ que nous venons de voter pour un grand total de 2 millions. Et vous allez voir qu'au cours de l'été, plusieurs travaux de réfection dans les endroits où la chaussée est la plus, la plus maganée. On va tenter autant que possible d'en faire le maximum et on s'est donné plusieurs années pour être en mesure de faire la réfection de la plupart de nos rues là, qui en ont grandement besoin. Donc, le point 30 maintenant, le schéma de couverture de risque incendie, demande d'approbation du projet. En considérant que la Ville doit réviser périodiquement son schéma de couverture de risque incendie en conformité avec la loi sur la sécurité incendie, considérant que la première étape de ce processus consiste en l'adoption d'un projet de schéma révisé qui est ensuite soumis à la consultation publique, puis à l'attention de la ministre de la Sécurité publique, afin d'obtenir l'attestation de conformité aux orientations ministérielles. Considérant que le Conseil municipal a adopté son projet de schéma lors de la séance publique du 8 octobre 2019 par la résolution R385-08-10-19 et qu'une assemblée publique de consultation s'est tenue le 23 octobre 2019. Considérant que suite à la réalisation de ces étapes, le projet de schéma a été transmis à la ministre conformément à l'article 20 de la loi sur la sécurité incendie, considérant que la ministre dispose de 120 jours de sa réception pour délivrer l'attestation ou demander à la Ville d'apporter des modifications, considérant que l'analyse a été amorcée, mais que la Ville a demandé à la ministre de la Sécurité publique par la résolution R108-03-03-20 de surseoir à l'analyse de son projet de schéma de couverture de risque afin de lui permettre d'évaluer des éléments jugés importants qui doivent être pris en considération. Par ces motifs, je propose que le Conseil demande à la ministre de la Sécurité publique de reprendre l'analyse de son projet de schéma de couverture de risque tel que présenté en vue de son approbation finale. J'appuie mon collègue, M. le maire. C'est proposé par M. Guy Arsenault, appuyé de Mme Lucie Debon. C'est adopté à l'unanimité, toujours en lien avec l'entente que nous avons eue avec nos pompiers. Pour ceux qui nous suivent de façon plus régulière, on se rappelle que lors d'une séance précédente, nous avions demandé à la ministre de surseoir à l'application aussi comme telle ou à l'analyse du schéma de couverture de risque parce qu'on souhaitait que la négociation avec nos pompiers puisse respecter le cadre financier qui était disponible pour cela. Compte tenu que notre entente d'aujourd'hui respectait notre cadre financier, la demande d'aujourd'hui, c'est de demander à la ministre de continuer son analyse pour qu'éventuellement, on ait un nouveau schéma de couverture de risque qui va correspondre de façon encore plus importante à la réalité que nous avons aujourd'hui. Donc, le point 31 maintenant, préavis d'ordonnance en vertu des articles 12 et suivants du règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens.
Considérant que Mme Deborah Auger est propriétaire ou gardien d'un chien qui a attaqué un animal domestique et lui a infligé des blessures graves causant la mort de celui-ci le ou vers le 25 avril 2020. Considérant que de ce fait, il existe des motifs raisonnables de croire que ce chien constitue un risque pour la sécurité publique. Pour ces motifs, je propose qu'avis soit donné à Mme Deborah Auger de l'intention du Conseil de la Ville de déclarer son chien blodé dont elle est propriétaire ou gardienne potentiel dangereux et de prononcer toute autre mesure afin d'éliminer tout risque pour la sécurité publique, incluant, si nécessaire, l'euthanasie. Qu'avis soit donné à Mme Deborah Auger qu'elle dispose d'un délai de 5 jours à compter de la signification de la présente résolution afin de présenter ses observations par écrit et s'il y a lieu de produire des documents pertinents à l'analyse de son dossier au service du greffe et des affaires juridiques de la Ville. Que le Conseil de la Ville ordonne à Mme Deborah Auger de placer en quarantaine et d'isoler son chien blodé en tout autre animal et de toute personne pendant une période de 10 jours à compter de la signification du présent avis. De soumettre le chien dont elle est propriétaire ou en est la garde aux normes, règlements, application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. À défaut que le Conseil demande à la Société protectrice des animaux de la Mauricie de saisir ou faire saisir le dit chien et le faire placer en quarantaine conformément à l'article 8.4.22 du règlement précité. Que le Conseil de Ville prenne en délibéré le dossier du chien blodé appartenant à Mme Deborah Auger et qu'il sera statué sur ce dernier lors de la séance du 25 mai prochain. Que le Conseil mandate le service du greffe et des affaires juridiques à transmettre le dit avis à cette propriétaire. J'appuie mon collègue, M. le maire. C'est proposé par M. Jean-Yves Tremblay, appuyé de Mme Lucie Debon, et c'est adopté à l'unanimité. Alors, je pense que ça se passe de commentaires. Vous connaissez, vous avez lu ou entendu l'attaque d'un chien envers un autre petit chien. Donc, il y a des procédures qui sont établies. La Ville a une responsabilité vis-à-vis ces situations. Donc, ce que ça nous permet de faire, c'est de faire une étude, une analyse et une enquête également, et de demander à la dame en question de nous prouver que son chien n'est pas dangereux. Et par la suite, il y aura une décision qui sera prise par le conseil municipal. Évidemment, c'est de concert avec la Société protectrice des animaux, qui est notre mandant, qui est notre entrepreneur qui s'occupe de ces cas-là. Point 32 maintenant, désignation du maire suppléant. Alors, considérant que l'article 56 de la loi sur les cités et villes prévoit que le conseil désigne pour la période qu'il détermine un conseiller comme maire suppléant, par ce motif, je propose que le conseil désigne M. Martin Asselin à titre de maire suppléant pour la période du 22 mai 2020 au 21 novembre 2020. J'appuie ma collègue, M. le maire. Alors, c'est proposé par Mme Jacinthe Campagnan, appuyé de M. Claude Grenier, et c'est adopté à l'unanimité. Point 33, subvention, Shawinigan Snowcross. Je propose que le Conseil autorise le versement d'une subvention de 13 396 à Shawinigan Snowcross pour l'événement tenu en 2019. J'appuie ma collègue, M. le maire. C'est proposé par Mme Jacinthe Campagnan, appuyé de Mme Lucie Debon, et c'est adopté à l'unanimité. Point 34, maintenant, le dernier point, versement d'une subvention au programme de la Société d'habitation du Québec. Considérant que la Ville de Shawinigan participe à divers programmes de la Société d'habitation du Québec sur l'amélioration de l'habitat et l'accessibilité, laquelle a également mis en œuvre différents programmes de revitalisation, considérant que la Ville reçoit des demandes de paiement de subventions en application de ces programmes, pour ces motifs, je propose que le Conseil autorise le trésorier à différents bénéficiaires à des fins du programme ci-après la somme de 77 800 $ repartie de la manière suivante. Programme d'adaptation de domicile, 16 000 $. Programme de rénovation Québec, 25 000 $ et programme de mise en valeur des bâtiments patrimoniaux, 36 800 $. J'appuie mon collègue, M. le maire. C'est proposé par M. Jean-Yves Tremblay. C'est adopté à l'unanimité.
Il n'y a pas d'affaires nouvelles. Alors, en termes d'information, je vous indique que la prochaine séance ordinaire du Conseil va se tenir mardi le 9 juin à 19h. Évidemment, dans un contexte où il nous est interdit de faire des rassemblements jusqu'au 31 août prochain, fort probablement que la prochaine séance va aussi se tenir à huis clos comme elle se tient aujourd'hui. Il y a une séance extraordinaire qui va se tenir le lundi 25 mai 2020 à compter de 17h pour statuer sur divers dossiers en matière d'urbanisme. On est rendu maintenant à la période de questions. Alors, on vous a indiqué par la voie des médias que vous pouvez poser vos questions à l'avance aussi comme telles et qu'on a à peu près une trentaine de minutes pour répondre à vos questions. Mais au préalable, je vais demander à la greffière de nous donner un peu les grandes lignes de la période de questions. Donc, tel que mentionné par M. le maire et tel qu'annoncé aussi par voie de communiqué hier matin, la séance s'est diffusée à huis clos, conformément aux directives du gouvernement du Québec. Dans ce contexte, le conseil municipal a souhaité quand même que les citoyens puissent poser leurs questions, comme ça se passait en présence même là, dans la salle du conseil. Toutefois, les règles habituelles vont devoir être respectées. Donc, les questions ont été posées par courriel, mais je permets de faire un résumé des principales règles. La personne doit s'identifier naturellement par son nom et prénom. La question doit se rapporter à un point de l'ordre du jour de la séance de ce soir. Par la suite, il pourra y avoir des questions posées sur d'autres questions d'intérêt public. La question devait être brève et claire, précédée d'un court préambule. Dans le contexte actuel, nous avons établi à 40 mots. La question aussi doit utiliser un langage convenable et respectueux. La question doit être formulée dans le but d'obtenir le renseignement demandé. Malgré les circonstances, on considère que les séances doivent se faire dans le respect mutuel et les questions qui ne respectent pas ces règles peuvent être écartées. Donc, la période pour répondre est également de 30 minutes, comme d'habitude. Et on va commencer, M. le maire. On passe la parole à notre directeur général, Maître Yves Vincent. Oui, Madame la greffière, merci beaucoup. Alors, Monsieur le directeur général, pour la première question. Micro. Il n'a pas mis son son. Michel? Bon, mais... Oui, excusez-moi. Je fais suite aux commentaires. Oui, nous avons reçu une série de questions de la part de nos citoyens. Pour répondre aux commentaires de la greffière, aucune question n'a été retirée. Toutes les questions seront adressées au conseil. Je vais y aller par ordre d'arrivée des questions là, via nos différents sites. Alors, la première, c'est une question de M. Stéphane Garceau du secteur Shawinigan-Sud qui a une question relativement à la fosse à Purin dans le rang Saint-Pierre. Je prends textuellement la question. La Ville était supposée de se pencher sur la problématique de l'odeur insupportable qu'elle dégage tout l'été. Lors de sa construction il y a 3 ans, on nous avait dit qu'elle servirait seulement 2 fois par année pour l'épandage, mais celle-ci est pleine à l'année. Le purin vient exclusivement par camion-citerne de localités extérieures de la ville. Il n'y a aucun animal sur cette terre. Ne devrait-elle pas être traitée comme une fosse septique avec couvercle? S'il n'y a aucun cochon sur place, est-ce que le règlement sur les porcheries est nécessaire? Quels sont nos droits comme citoyens et payeurs de taxes quand on ne peut pas profiter de nos terrains et qu'on doit garder les fenêtres fermées? Alors, bien, M. Garceau, évidemment, on le sait, on s'en est déjà parlé à quelques reprises. Vous le savez, c'est un règlement sur l'exploitation agricole qui est régi, non pas par la Ville, mais par le ministère de l'Agriculture du Québec. Et quand on se retrouve dans une zone agricole et qu'on a une demande de permis pour ce genre de fosse-là, nous sommes obligés de la délivrer parce que, justement, vous êtes dans une zone agricole. Toutefois, je me rappelle très bien avoir été présent à l'Assemblée citoyenne à laquelle vous participiez avec également l'occupant ou le propriétaire comme tel de cette fosse-là. Et effectivement, ce qu'on nous avait dit, c'est que
ça serait rempli probablement 2 fois par année, qu'on l'utiliserait probablement 2 fois par année, que ce serait suffisamment court. On pourrait avoir même une petite croûte qui va se former, donc sans odeur, ce qui semble pas être le cas et ce qui semble, selon ce que vous nous dites, pas être respecté. Alors, j'ai communiqué avec le service, évidemment, de l'aménagement du territoire. On est en train de regarder un certain nombre de choses et on va vous accompagner autant que possible dans cette démarche-là. Évidemment, à la mesure de ce que nous sommes capables de faire comme ville, comme municipalité, selon notre réglementation, mais aussi en respectant la réglementation du ministère de l'Agriculture. Donc, on va communiquer avec vous au cours des prochaines journées pour tenter autant que possible d'en savoir un peu plus et, comme je vous l'ai dit, de vous accompagner. Alors, deuxième question, Monsieur le Directeur général. Oui, M. le maire, si vous le permettez, tel que mentionné par la greffière, nous venons tout juste de recevoir une question de M. Lionel Thibault relativement à une question qui se rapporte à l'ordre du jour. Donc, la question est la suivante. Ma question est en rapport avec le point 33 de l'ordre du jour, subvention Shawinigan Snowcross. Étant donné votre appui à la déclaration de lutte au changement climatique en 2019, étant donné que le snowcross est une activité sportive générant beaucoup de gaz à effet de serre, pourquoi le conseil de ville, dont vous faites tous partie, continue de subventionner à l'unanimité ce genre d'activité? Ne serait-il pas plus approprié d'investir cet argent dans des projets visant à réduire l'émission des gaz à effet de serre? Écoutez, on parle de deux choses. Dans un premier temps, il y a beaucoup d'événements, d'activités qui se déroulent tout au long de l'année. Évidemment, la pandémie actuelle va nous en amputer plusieurs cet été, mais il y a beaucoup de projets et d'activités pour le plaisir des citoyens et citoyennes de Shawinigan et des environs. On a énormément d'activités l'été. On parle de 125, 126 activités l'été, mais beaucoup moins l'hiver. Donc, on a encouragé autant que possible un certain nombre de citoyens à nous faire des propositions d'activités l'hiver et le snowcross nous est apparu comme une activité fort intéressante. Évidemment, on peut toujours discuter de la question des gaz à effet de serre, comme on peut le faire au Grand Prix de Trois-Rivières ou dans toutes sortes d'autres activités où les véhicules automobiles sont là. Mais ceci étant dit, l'évaluation qui a été faite par le comité de loisirs et par notre service également des loisirs et vie communautaire nous a fait une recommandation positive sur ce projet. Beaucoup de monde, beaucoup de gens, beaucoup de touristes, énormément de gens de Shawinigan, énormément également de gens du Québec dans son entier et même de l'extérieur du Québec qui viennent nous visiter. C'est un impact économique important pour notre communauté et ce qu'on a jugé, c'est que c'est un projet qui méritait, comme plusieurs autres projets, d'être supporté. Il y a des projets plus écologiques, d'autres un peu moins. Alors, il s'agit de faire la part des choses et le conseil municipal a décidé d'aller de l'avant avec ce projet. Prochaine question, M. le directeur général. Oui, nous avons une question qui nous provient de M. Michel Sokolic qui concerne les castors. Pourquoi trapper et tuer les castors à la décharge du lac La Perchaude comme l'autre jour pour la Xème fois? Bien, parce que, M. Sokolic, c'est parce qu'on n'a pas le choix. Il y a une loi sur les compétences municipales qui doit absolument nous assurer le libre écoulement de l'eau pour éviter de menacer tous les biens ou la sécurité des gens. C'est pas une question de choix, c'est une obligation. Donc, à partir du moment où il y a des accumulations d'eau créées par des castors, on se doit à ce moment-là de défaire les barrages. Vous connaissez comment fonctionnent les castors. On défait le barrage, il recommence et ainsi de suite. Donc, s'il est permis de pouvoir trapper ces castors pour éviter la reconstruction à répétition de ces différents barrages qui pourraient menacer les biens ou la sécurité d'un certain nombre de personnes. Prochaine question, Monsieur le directeur général. Oui, nous avons une question de Mme Joanne Plaisance du secteur Lac-à-la-Tortue qui concerne la vitesse. La vitesse autour du lac et des rues transversales sont à 40 km/h. Pourquoi la rue du village est à 50 km/h? Pourtant, ce sont des maisons près l'une de l'autre et la rue se nomme du village. Elle devrait être à 40 km/h. Je pense qu'il devrait y avoir des radars car le 40 km/h n'est pas respecté. C'est plutôt du 60 km. L'autre côté du lac, vous avez installé une pancarte lumineuse indiquant la vitesse quand on roule.
il devrait en avoir une du côté du camping. Voilà. Alors, bien, Madame Plaisance, on reçoit évidemment votre demande. Comme vous l'avez vu, on avait même un point à l'ordre du jour. On ajoute de plus en plus à la demande des citoyens des routes qui sont à 40 km/h, qui étaient à 50, qui sont maintenant à 40 km/h. Alors, je sais que votre conseiller est à l'écoute, donc on va se pencher. Il y a un comité de circulation qui regarde ces aspects-là. Donc, dans une éventuelle vague supplémentaire, on pourra regarder la possibilité dans le village, justement, de pouvoir diminuer la vitesse à 40 km/h. En ce qui a trait maintenant au radar, ben, c'est une nouveauté. On en a plusieurs d'installés sur l'ensemble du territoire de la ville de Shawinigan. Plusieurs sont là. Vous en avez fait mention d'un côté du lac. Vous souhaiteriez qu'il soit dans le village aussi comme tel. Bon, on va faire une partie de temps avec les détecteurs de radar placés aux endroits où ils sont présentement, mais il sera possible de les changer de place éventuellement selon les demandes et selon les recommandations du comité de circulation. Donc, on reçoit, Madame Plaisance, votre requête et on devrait être en mesure avec le conseil de pouvoir analyser cette situation-là et vous revenir éventuellement pour une décision. Voilà, Monsieur le directeur général, une prochaine. Oui, c'est toujours une question de Mme Plaisance, cette fois-ci concernant la circulation. Elle mentionne qu'avec la belle asphalte, il y a beaucoup de gens en vélo, à pied, en patin à roues alignées. En entrant dans le secteur, il devrait y avoir des pancartes, corridors de sécurité entre piétons, vélos et conducteurs de véhicules routiers, car au lac à la Tortue, les gens ne respectent pas la distance de 1 mètre quand ils passent à côté de nous en véhicule routier. C'est nous qui est à pied qui doit se tasser, sinon on va se faire frapper. Vous avez raison, Madame Plaisance. Effectivement, l'asphalte est neuve. Il y a beaucoup de gens qui circulent maintenant. Je pense que ces gens sont heureux de cette situation. Toutefois, il y a un marquage de la rue qui va venir éventuellement. Ça fait partie du contrat que l'entrepreneur Allen devait faire. On était en attente de voir quand est-ce que les travaux étaient pour reprendre. Bon, ce matin, on a eu une communication qui nous disait qu'on devrait reprendre au début de mai. Alors, l'objectif qu'on poursuit, c'est de faire les lignes, évidemment, et de séparer le corridor de piétons et de cyclistes éventuellement de la partie ou de la voie de la route aussi comme telle pour éviter justement que les voitures passent trop près des citoyens qui sont à pied, en carrosse ou autre. Donc, ça devrait se faire bientôt. Et j'ose espérer que d'ici là, on sera autant que possible prudent pour nous assurer qu'il n'y ait pas d'incident avant qu'on soit capable de voir apparaître les lignes. Ça fait partie du contrat d'Allen, je vous le rappelle. Autre question, Monsieur le directeur général. Maintenant, nous avons une question de M. Robert Deschamps, ex-député, aide financière COVID-19. La question est la suivante. Les gouvernements octroient des milliards aux entreprises pour les aider. Pourquoi la ville de Shawinigan donne de l'argent en surplus à ces mêmes entreprises alors que les payeurs de taxes sont étouffés? Le conseil municipal devrait accorder une réduction de taxes plutôt que d'offrir de l'aide aux entreprises qui sont déjà financées par les gouvernements. Alors, M. Deschamps, vous êtes un habitué souvent des séances du conseil municipal. On va se expliquer 2-3 petites choses. D'abord, la ville de Shawinigan ne donne pas d'argent aux entreprises. Ce qu'il faut savoir, ce sont des fonds qui proviennent justement du gouvernement du Québec. 3 fonds, le Fonds de développement de territoire, le Fonds local d'investissement et dans le cas de la COVID, le Fonds local d'investissement additionnel qui sont des prêts à taux très, très avantageux pour aider les entreprises justement à passer la période extrêmement difficile. Les 2 fonds locaux d'investissement sont autour de 3 millions de dollars, donc que le gouvernement nous passe d'une certaine façon et que nous, on transfère du côté des entreprises. Le gouvernement profite de l'expertise, évidemment, de notre service de développement économique pour faire l'administration comme telle et la distribution de ces montants. Au moment où on se parle, on a autour de 1 million de dollars à peu près d'alloués pour aider les différentes entreprises. Donc, pour répondre clairement à votre question, M. Deschamps, il n'y a pas un seul sou des taxes municipales qui vient en aide aux entreprises dont vous faites mention.
Vous nous mentionnez également que les payeurs de taxes sont étouffés, ça prendrait une diminution de taxes. Il faut savoir qu'à peu près 75 à 80 des revenus d'une ville, ça provient de l'impôt foncier. Évidemment, tous les services que nous donnons à l'ensemble de nos concitoyens, que ce soit du déneigement, des routes, etc., provient de 80 de la taxe foncière. Et vous le savez, la fiscalité municipale, elle est totalement désuète d'une autre époque, d'un autre siècle. C'est une fiscalité qui a toujours été basée sur la brique et le béton, basée sur la grande entreprise. Alors, je vais vous donner un exemple. Il serait préférable aujourd'hui d'avoir une usine de 350 millions de dollars complètement opérée par des robots plutôt qu'avoir une entreprise comme CGI qui a 300 employés ici au centre-ville qui ne nous rapporte pas d'impôts fonciers. Un nous rapportera énormément d'impôts fonciers, l'autre pas du tout. Un côté, il y a 300 personnes qui vivent à Shawinigan avec leur famille, qui s'investissent, qui dépensent dans les commerces. De l'autre côté, absolument rien. Et pourtant, ça serait probablement beaucoup plus avantageux d'avoir cette grosse usine avec des robots. Alors, toujours basé sur cette vieille fiscalité. Je vous donne un exemple, les 3 usines que nous avons perdues. Donc, l'usine Laurentide, l'usine Belgo et l'usine Rio Tinto Alcan, c'est 3,5 millions de dollars de moins de revenus. Quel est le choix? Est-ce qu'on diminue les services? Je pense que les citoyens sont toujours en demande de services de plus en plus et c'est notre responsabilité autant que possible de gérer le budget de la ville pour être en mesure de faire un bon équilibre entre le compte de taxes et évidemment les services que nous octroyons. Et vous savez, ça fait longtemps que je m'occupe de politique municipale, provinciale ou autre, et j'ai pas vu beaucoup de députés qui se sont levés à l'Assemblée nationale pour réclamer justement une nouvelle fiscalité où il y aura un partage de la croissance de la richesse entre les municipalités et le gouvernement provincial. J'en ai pas beaucoup. J'en ai pas vu beaucoup qui se sont levés jusqu'à maintenant pour corriger justement une fiscalité municipale qui est archaïque. Alors, on vit aujourd'hui avec une fiscalité du passé et on doit gérer notre ville au présent et au futur. Et vous savez qu'on a reconverti notre économie vers l'économie du savoir. Ce que ça veut dire, pas beaucoup d'investissements immobiliers, mais beaucoup d'investissements au niveau intellectuel et au niveau d'intelligence artificielle et autres. Donc, dans le contexte actuel, nous sommes un peu désavantagés comme ville de s'être tournés du côté du monde du numérique. Sauf que ça fait travailler beaucoup de monde, beaucoup de gens. Ça attire énormément de jeunes chez nous. Mais évidemment, en termes de fiscalité, mieux vaut avoir un centre de serveurs ou une grosse usine, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, avec plein de robots et beaucoup de retours financiers. Alors, comme tel, je pense que le conseil municipal fait un choix judicieux du budget qui lui est donné par les citoyens et les citoyennes et on tente de faire notre possible avec ça. Monsieur le directeur général, autre question? Oui, monsieur le maire. Nous avons une question de monsieur Yves Robert du secteur Shawinigan-Sud concernant la niveleuse. Auriez-vous l'amabilité de faire passer la niveleuse sur la section gravier de la rue Hector-Dupont et épandre de l'abat-poussière? Il faut laisser les ouvertures fermées à cause de la poussière. Alors, monsieur Robert, évidemment, j'ai pris quelques informations sur votre requête, votre demande. Alors, voici ce qu'on m'a mentionné et comment ça fonctionne au niveau de la ville de Shawinigan. D'abord, évidemment, quand l'hiver se termine, on prend le temps d'attendre que les chemins de gravier puissent dégeler. Donc, à partir du moment où les chemins sont dégelés, on passe une niveleuse pour nous assurer autant que possible de corriger les imperfections que l'hiver nous a données. Et par la suite, on remplit avec du gravier pour nous assurer d'avoir une surface la plus uniforme possible. Par la suite, on fait appel à un sous-traitant. Alors, quand le sous-traitant vient, c'est 45 000 $ qu'il nous charge pour l'ensemble de la ville. Quand le sous-traitant nous arrive, là, il passe d'un bout à l'autre de la ville et donc, ça se fait à la 2e semaine de juin environ. Si on attend plus tôt, on n'aura pas eu le temps de faire le nivellement des rues ni de renchausser les routes, les différentes routes. Donc, c'est autour de la 2e semaine de juin environ que ça se fait. 45 000 $, c'est quand même pas rien, mais c'est un peu de cette façon-là. Donc, on est à la mi-mai. Si le temps est un peu plus sec, ça va éventuellement faire la poussière. Il faut réparer nos routes.
et par la suite, on va mettre la bas poussière. Si on le met plus tôt, il va être moins efficace. Donc, des problèmes vont peut-être être réduits en début d'année, mais vont s'accentuer au cours des prochains mois qui vont suivre. Donc, c'est un peu la marche à suivre que nous avons dans ce domaine-là. Monsieur le directeur général? Oui, Monsieur le maire, je constate à la lecture de mes notes que nous avons 6 questions qui visent l'épandage de BTI ou le contrôle des insectes piqueurs. Si vous le permettez, Monsieur le maire, je pourrais vous présenter en séquence l'ensemble des questions qui traitent essentiellement du même sujet et vous permettre d'y répondre par la suite. Est-ce que ça vous va comme formule? Ça va. OK. D'abord, une première question nous provient de Mme Cécile Fafard. Je suis exclu du programme depuis le début. Au commencement, à chaque année, je vérifiais si mon nom était bien sur la liste d'exclusion. On me répondait par l'affirmative, en me disant qu'il n'était pas nécessaire de rappeler chaque année que mon nom était inscrit jusqu'à indication contraire. Pourquoi un nouveau formulaire d'interdiction valide pour l'année 2020 seulement quand l'autorisation environnementale est valide pour 3 ans? Dois-je compléter le formulaire? Pourquoi toute cette confusion et ces nouvelles règles de dernière minute? N'est-ce pas la Ville qui devrait demander le consentement? Nous avons aussi une question de M. Richard Dubé, toujours concernant l'épandage de BTI. Le ministère de l'Environnement a émis une autorisation pour traiter une superficie de 6115 hectares sur le territoire de Shawinigan et des municipalités de Saint-Narcisse, Saint-Étienne-des-Grès, Grande-Pile, Hérouville, Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Saint-Boniface et Saint-Séverin. Nous avons amassé jusqu'à maintenant des formulaires d'exclusion pour une superficie de 2103 hectares sur le territoire de Shawinigan, soit 34,4 % de la superficie totale à traiter. N'aurait-il pas fallu s'assurer du consentement des propriétaires fonciers des surfaces à traiter telles que stipulées dans la loi et les directives ministérielles avant de s'engager dans un tel programme? Une autre question de Mme Lynn Gravel concernant l'épandage du BTI. Il y a d'autres éléments que l'homologation du BTI par Santé Canada à considérer avant de s'engager dans l'épandage de BTI. En consultant des reportages tels que la Semaine verte du 18 avril 2020, on y apprend que le ministère de la Faune du Québec s'inquiète des effets directs et indirects du BTI et que pour éviter tout risque de dommages graves ou irréversibles à l'environnement, il recommande d'appliquer le principe de précaution. Parc Canada, les parcs et les zones protégées du Québec interdisent déjà l'usage de BTI sur leur territoire. N'est-il pas nécessaire de revoir votre position et d'enrichir votre discours? À d'autres points de vue que celui de l'industrie du BTI. Désolé. Maintenant, une autre question nous provient de M. André Berthiaume, épandage du BTI. M. Berthiaume nous cite la loi sur les compétences municipales concernant le consentement des propriétaires, ainsi que la directive 017 de la demande d'autorisation au ministère de l'Environnement, qui inclut à un article une note indiquant que l'initiateur du projet qui a obtenu toutes les autorisations des propriétaires des terrains sur lesquels il entend faire ces traitements. Et il mentionne que les lois et les directives sont claires et c'est à la Ville de demander et obtenir le consentement des propriétaires, j'imagine. Maintenant, une autre question de Mme Chantal Caron, toujours sur les insectes piqueurs. Suite au commentaire de M. Grenier dans le Nouvelliste du 22 avril dernier, selon lequel Shawinigan ne veut pas mettre en place une dictature environnementale, je dois vous dire que j'ai au contraire constaté au cours des 3 dernières années que les élus de Shawinigan sont plutôt anti-environnement, malgré leur beau discours. Ce sont des propos très décevants de la part d'un conseiller et qui est responsable du dossier de l'environnement à Shawinigan.
Quand prévoyez-vous enfin demander l'avis de la population avant de permettre l'épandage du BTI par un procédé démocratique et non par un sondage Facebook à vos amis? Une dernière question, toujours concernant les insectes piqueurs, de M. Lionel Thibault. Chaque fois qu'un citoyen de Shawinigan vous pose des questions au sujet du BTI, vous répondez, et je vous cite, « C'est un service très apprécié par la très grande majorité. Et en 2015, suite à la coupure du programme de BTI, il y a eu, et je vous cite encore, un tollé de protestations et de pétitions à répétition. De mon côté, j'ai fait des recherches auprès de la greffière et tout ce que j'ai eu comme document, c'est une pétition en ligne avec seulement 1105 noms. Première question. Pour vous, une très grande majorité, ça représente quel pourcentage de la population? Deuxième question. Pouvez-vous me fournir les fameuses pétitions à répétition? Je ne les ai pas trouvées au service du greffe. Voilà. Voilà. Bon, ben, beaucoup de questions. Écoutez, c'est pas la première fois qu'on est questionné sur le fameux épandage du BTI. Alors, d'abord, pour toute la notion du consentement des propriétaires, il nous est permis de faire ça de la façon dont on le fait, c'est-à-dire de faire en sorte que ceux qui ne veulent pas être traités, donc que le BTI soit épandu sur leur territoire, en fassent la demande. Et pour ce qui est de la règle de chacune des années, de façon plus spécifique pour Mme Fafard, il faut faire une déclaration à chaque année, même si notre certificat est pour 3 ans, il faut le faire à chaque année. Bon, il y a eu un formulaire fait maison qui a commencé à circuler, qui nous a été adressé d'ailleurs par un des personnes qui nous envoie une question. Alors, on a décidé d'uniformiser ça pour nous assurer qu'on fasse les choses de la bonne façon et pour que ce soit plus facile à gérer de notre côté. Parce que vous savez, en termes de confusion, la Ville devrait-elle demander le consentement? Il y a 60 exclusions, une soixantaine d'exclusions jusqu'à maintenant, et il y a à peu près tout près de 30 000. Donc, 30 personnes qui nous ont interpellés pour se dire, nous, on ne veut pas avoir le traitement de BTI, mais on en a près de 30 000 autres qui sont à la maison présentement, dont on n'a reçu aucun document. Alors, vous comprenez que c'est beaucoup plus facile pour nous de recevoir les gens qui veulent être exclus du programme que ceux qui veulent éventuellement l'avoir. Raison pour laquelle on travaille de cette façon. Une question par là aussi de majorité. Quelle est la majorité sur laquelle on devrait se fier? 1100, bon, on a une soixantaine d'exclusions, donc ça peut aussi se faire. Écoutez, j'ai écouté également la Semaine verte. J'ai des gens qui m'ont écrit pour écouter. J'ai écouté le reportage de la Semaine verte. Ça dépend toujours de quel côté on veut voir la Semaine verte. Et ben, à partir du moment où le ministère de la Faune s'inquiète, décide de s'inquiéter, comprenez que le ministère de la Faune est en lien direct avec le ministère de l'Environnement, les certificats d'autorisation, ça va de pair. Donc, c'est assez près. Et à partir du moment où on va continuer à nous l'autoriser, selon une volonté populaire, on va continuer à pouvoir le faire. On parle souvent du principe de précaution. On dit que selon le principe de précaution, je l'ai entendu également, on devrait s'abstenir si on ne connaît pas. Je vais vous en donner, moi, des exemples de principes de précaution. Si on appliquait le même principe de précaution à la pandémie dans laquelle on vit présentement au coronavirus, on restera enfermé pendant 1 an et demi, tant et aussi longtemps qu'on ne trouvera pas un vaccin. Toutefois, il faut que les gens continuent à vivre et à profiter un peu de la nature des gens. Donc, on permet un certain nombre de confinements avec des mesures de protection, de sécurité qui permet justement d'éviter la pandémie. Si on prend toujours le principe de précaution, on peut interdire aussi les bateaux à moteur qui peuvent influencer la vie marine, les poissons, la faune marine. Mais en même temps, il y a un balancement, un équilibre qui doit se faire entre ces éléments-là. Et si je pousse ma réflexion un peu plus loin, on peut aussi se dire que dans un principe de précaution, on va exclure tous les véhicules automobiles, tous les véhicules qui roulent avec de l'essence à cause du dégagement pour le gaz à effet de serre. Écoutez, c'est un peu difficile d'éliminer l'ensemble des voitures au moment où on se parle. Plusieurs se déplacent encore en véhicule. On fait la promotion du transport en commun.
pour diminuer le gaz à effet de serre, on fait le covoiturage, tout ça. Et si on appliquait un principe de précaution aussi clair, on dirait tout simplement qu'on va bannir les voitures, ce qui, vous allez en convenir avec moi, c'est difficile. Je veux juste vous dire que ce qui nous guide dans nos décisions, moi, je ne suis pas un expert, le conseil n'est pas un expert, on n'a pas personne, on a ici quelques personnes qui font beaucoup de recherches, mais ce qui guide nos actions et ce qui guide également la volonté de la majorité de citoyens, c'est que le BTI est homologué par l'Agence de réglementation de la lutte anti-parasite de Santé Canada. Au Canada, son utilisation est encadrée par la loi sur la qualité de l'environnement du gouvernement du Québec. Et à la ville, l'épandage est permis selon notre réglementation. Donc, c'est un peu la raison pour laquelle on continue notre épandage. Et si jamais le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec décidait de changer des règles, vous comprenez qu'on va réanalyser nos choses. D'aucune façon, on va aller à l'encontre des règles que le gouvernement du Québec ou du Canada nous prescrit. Nous sommes obligés, et nous sommes d'accord avec ça, d'être régis par un certain nombre de règles qui touchent l'environnement. Et au-delà des beaux discours, on pense sincèrement qu'on fait des actions importantes pour la protection de notre environnement. On fait des pas, 1 pas, 2 pas, 3 pas. Vous savez que faire des actions à l'environnement, il y a des montants d'argent qui sont là. On a des plans directeurs pour le lac des Piles, le lac à la Tortue, l'assainissement des eaux. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites jusqu'à maintenant. Mais dans le dossier spécifique de la plupart des questions qui nous ont été posées, on pense encore comme conseil municipal qu'on répond à un besoin d'une population qui est assez heureuse de pouvoir être capable d'aller à l'extérieur, de manger. Et quand on parle des insectes piqueurs, une des raisons pour lesquelles on l'avait appliqué lors des premières fois, 2012, 2013, je ne me rappelle pas très bien, c'est non seulement les insectes piqueurs, mais tous ceux qui nous tournent autour de la tête et qui nous talonnent l'été durant jusqu'à la fin de l'automne. C'est une petite bébête noire qui est dans les rivières et qui, si elle n'est pas traitée, va commencer ses ravages en début d'année jusqu'à temps que les gels nous arrivent. Donc, c'est toutes ces raisons qui ont poussé le conseil municipal de cette époque à regarder ce que les autres villes faisaient, ce qui était homologué par les gouvernements, ce qui était permis par les gouvernements, permis par notre réglementation, et on a décidé d'aller de l'avant au grand plaisir de la grande majorité de nos concitoyens. Alors, c'est un peu ce qui guide nos actions jusqu'à maintenant, et à partir du moment où il y aura des modifications ou des réglementations qui seront différentes, comme conseil municipal, on va faire ce qu'on a toujours fait, on va faire une bonne analyse, on va faire les ajustements nécessaires. Alors voilà, le directeur général, est-ce qu'on a d'autres questions? Non, M. le maire, il n'y a plus de questions. Ça vous va? Alors, bien, écoutez, il me reste à vous remercier beaucoup de votre participation à cette séance. J'ai eu plusieurs personnes qui m'ont indiqué qu'ils étaient pour se brancher. Vous savez, dans un contexte de confinement où on commence tout doucement à mettre le nez dehors à cause de la température plus ou moins belle, je pense que c'est une pratique que vous devriez prendre une fois par mois si on est en confinement. Donc, pas possible de venir ici à l'Assemblée du Conseil, de pouvoir vous brancher une fois par mois pour vous permettre de bien saisir et de suivre les affaires municipales. Et n'hésitez pas, vos conseillers, conseillères sont là, peuvent répondre à l'ensemble de vos questions, parce que notre objectif, c'est toujours de donner le meilleur service possible à l'ensemble de nos contribuables. Il me reste à vous souhaiter une excellente soirée et je vous dis à la prochaine. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.